Merci Étienne. On va donc avoir une conférence introductive qui va permettre ensuite de bien comprendre les prochaines présentations. Alors, la définition du choc cardiogénique aujourd'hui reste une définition qui est très clinique. Là, j'ai mis la définition de la Société européenne de cardiologie. Donc, c'est une pression artérielle qui est basse, en dessous de 90, des signes d'hypoperfusion. Et sur le laboratoire, vous voyez que c'est surtout les lactates et un peu la créatine. Ce qui est très important, c'est de comprendre qu'aujourd'hui, le choc cardiogénique dans nos pays, la France, dans les pays européens, c'est beaucoup l'infarctus du myocarde et entre 20-30% en fonction des pays, la décompensation cardiaque de l'insuffisance cardiaque chronique qui donc passe en état de choc cardiogénique. L'autre information importante, c'est qu'aujourd'hui, dans les pays européens et en France en particulier, les chocs cardiogéniques liés à l'infarctus du myocarde sont liés pour un tiers, on dit même dans certaines régions encore plus, liés à un arrêt cardiaque, donc c'est post-arrêt cardiaque. La mortalité reste stable. Des études encore très récentes des dernières semaines dans les pays scandinaves montrent que la mortalité du choc cardiogénique n'a pas bougé et très probablement est lié au fait qu'on arrive trop tard, et c'est un peu ce qu'on va essayer d'expliquer pendant toute cette conférence. Alors quand on regarde les scores, ça c'est un des plus récents, les scores de stratification du risque, la gravité, vous voyez que bien entendu il y a l'âge, il y a le fait que le malade ait des maladies athéromateuses, mais vous voyez que c'est surtout les dysfonctions d'organes qui jouent un rôle très important dans la survie ou la mortalité. Vous voyez la fonction rénale, j'y reviendrai tout à l'heure, les lactates à l'admission et ce que le coronarographiste voit au moment où il va faire l'angioplastie. Mais ce qui est intéressant, parce qu'en fait, c'est un peu ce qu'on fait finalement à 3 heures du matin, les paramètres hémodynamiques en elles-mêmes, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, ne sont pas des facteurs de risque. L'état de choc cardiogénique, la définition aujourd'hui reste une définition hémodynamique, hypotension artérielle, signe d'hypoperfusion, mais le pronostic, comme je vous l'ai dit, c'est surtout les dysfonctions d'organes. Alors pour parler de la dysfonction rénale, comment on va pouvoir réanimer et essayer de sauver un tout petit peu de tissu rénal. Vous voyez ici, dans une étude récente de la cohorte CardShock, vous voyez à gauche la pression artérielle moyenne, l'index cardiaque et la pression veineuse centrale. Et vous voyez que quand on réussit à maintenir le plus haut possible la pression artérielle moyenne, on arrive à limiter la dysfonction rénale. Vous voyez également pour l'index cardiaque, plus il est élevé, plus on arrive à limiter l'index cardiaque. Mais un paramètre que les gens n'imaginent pas, c'est la pression veineuse centrale. Et vous voyez qu'en fait, parfois on remplit un peu trop ces chocs cardiogéniques. Vous voyez que quand la pression veineuse centrale est basse, qu'il n'y a pas de congestion en amont du rein, on limite les maladies rénales. En revanche, vous voyez que quand la pression veineuse centrale est supérieure à 12, il y a un risque plus fort de dysfonction rénale. Ça, c'est un algorithme qui a été publié récemment avec beaucoup d'experts français et des experts internationaux sur comment traiter le choc cardiogénique. Tout d'abord, après infarctus du myocarde, ils doivent être envoyés dans des centres experts. Quand ils arrivent à l'hôpital, immédiatement, en première phase, le malade va en salle de cathé. Et là, nouveauté, échocardiographie pendant que le cardiologue fait l'angiographie coronaire. L'angioplastie, on en parlera tout à l'heure, avec le traitement. Et vous voyez que déjà, on dit que si la pression artérielle n'est pas adéquate en salle de cathé, il faut mettre la norépinéphrine. Et ça, vous entendrez tout à l'heure pourquoi. Ensuite, le malade vient en réanimation. Et ça, c'est la nouveauté du choc cardiogénique. C'est que non seulement il faut s'occuper de l'instabilité hémodynamique, mais il faut s'occuper du rein et du poumon. Et la nouveauté, c'est qu'il faut aussi s'occuper du cerveau, puisque comme je vous l'ai dit tout à l'heure, une grande partie, c'est du post-arrêt cardiaque. Et la phase 3, à faire très très vite aussi, c'est une instabilité qui persiste. Il ne faut pas attendre. Les organes ne semblent pas s'améliorer. Il faut aller sur l'assistance circulatoire. Donc les messages principaux pour le choc cardiogénique, c'est que quand il y a des signes de choc cardiogénique, c'est déjà trop tard. Il faut savoir les diagnostiquer tôt. Dès qu'il y a une hypotension artérielle, c'est de notre responsabilité, de bonne pratique, de faire vite une écho pour voir si le cœur n'est pas altéré. Car quand on est dans le signe déjà des chocs cardiogéniques, la mortalité n'a pas baissé depuis 20 ans.
Le malade, après infarctus du myocarde, doit aller dans un centre expert. Si c'est un choc qui est avéré, il doit aussi aller dans un centre expert. Et on entendra dans les minutes qui viennent qu'est-ce qu'on va faire en salle de cathé. Évidemment, l'écho doit être fait très très vite. Comment on va traiter ces malades et comment on va utiliser l'assistance ventriculaire. Voilà. Merci beaucoup. On va passer maintenant à une phase de questions et vous pouvez, vous savez, envoyer vos questions au travers de l'application. On peut peut-être démarrer sur le fait que c'est sûrement un peu surprenant parce qu'on est de ne pas retrouver de paramètres hémodynamiques comme facteur pronostic. Donc, qu'est-ce que l'hémodynamique en termes de stratification du risque, on ne regarde plus la pression artérielle et la fréquence cardiaque ou est-ce qu'il y a certains paramètres qui vont, en-delà du diagnostic, nous aider à prendre en charge ces malades-là? Alors, les paramètres hémodynamiques à l'admission aujourd'hui ne sont pas pronostiques parce que le malade a été traité en amont. Donc, quand il arrive, il a eu des vasoconstricteurs, il a été rempli. Donc, on n'arrive plus, en regardant uniquement la pression artérielle, on n'arrive plus à voir les malades qui vont survivre, ceux qui vont avoir des dysfonctions d'organes et ceux qui vont mourir. En revanche, le scoring qui est vraiment amélioré de plus en plus met les dysfonctions d'organes au milieu du dispositif, ce qui veut dire clairement que quand on a une dysfonction d'organes, on est déjà dans une phase irréversible et qu'aujourd'hui, les traitements agressifs, il faut essayer de les faire vraiment le plus tôt possible pour prévenir ces dysfonctions d'organes. Et par exemple, quand il y a une dysfonction rénale, vous avez vu, ça augmente énormément la mortalité. Je vois une autre question sur on voit que le taux de lactate est un facteur pronostic. Et est-ce que la cinétique des lactates, elle est intéressante à regarder? C'est-à-dire, est-ce que c'est une photo à l'admission ou est-ce qu'on a intérêt à regarder ces paramètres-là évoluer? Est-ce l'évolution est informative? Oui. Alors ça, c'est une très bonne question parce que c'est quelque chose que nous-mêmes, on a étudié maintenant, qui est étudié dans le reste du monde. Les lactates à l'admission restent dans toutes les bases de données, dans toutes les études, restent un facteur pronostic très très fort. En revanche, on voit que quand les malades arrivent dans les réanimations, ils sont très bien réanimés et le lactate baisse quasiment de façon similaire chez ceux qui vont survivre et ceux qui ne vont pas survivre. Donc effectivement, les lactates sont très très forts à l'admission, mais après, ce n'est pas parce que les lactates baissent que le malade va nécessairement survivre. Néanmoins, on le voit chacun d'entre nous, je pense, dans nos services, quand vous réanimez bien un malade et que les lactates baissent, mais n'arrivent pas à passer en dessous du seuil de 2,5 ou 2 pendant de nombreuses heures, voire jours, c'est quand même un signe de mauvais pronostic. Mais c'est vrai que la baisse en elle-même n'est pas nécessairement un facteur pronostic. D'accord. Il y a une question qui est aussi dans c'est des biomarqueurs finalement, mais est-ce que les biomarqueurs cardiaques, classiques ou nouveaux, on va dire, ont une place dans la stratification du risque? Alors là aussi, nous-mêmes et d'autres, on a regardé les biomarqueurs. Je vais surtout principalement parler de la troponine, du niveau de troponine, par exemple, quand le malade est admis, ou du niveau de NT-proBNP. Là aussi, on n'a pas réussi à les rentrer dans les facteurs de risque parce que ça ne sort pas nécessairement. Et puis, ça a du sens. On sait, enfin, d'autres le savent encore mieux que moi. Mais par exemple, le niveau de troponine à l'admission, d'abord, il peut évoluer, puisqu'on sait que le pic, en fait, il est tardif par rapport au moment où il rentre en salle de cathé. Deuxièmement, ça dépend de l'hypertrophie ventriculaire, ça dépend de plein de paramètres. Donc, la troponine en elle-même à l'admission n'est pas un facteur pronostic. D'accord. Et dans les biomarqueurs, est-ce il y aurait un candidat potentiel dans les biomarqueurs Alors, on a des candidats, mais ils sont surtout des candidats de recherche. On a publié cet été, pendant la Société européenne de cardio, un candidat qui a l'air d'être un candidat plutôt de nécrose des organes, ce qui peut être intéressant, c'est-à-dire le rein, le foie, etc. Mais c'est en cours d'exploration. D'accord. Est-ce que des questions parmi les orateurs? Moi, j'avais peut-être sur la stratification du risque et les scores aujourd'hui. Est-ce que on va en discuter, mais est-ce qu'il y a des scores d'admission plutôt en réanimation que plutôt, parce que je crois que c'est finalement souvent du point de vue de l'urgentiste, par exemple, des scores d'admission en unité de soins intensifs cardiologiques. Ou est-ce que ça reste des paramètres classiques? Il y a Je crois que la question, on va l'entendre tout à l'heure, par exemple sur la mise en place des assistances ventriculaires. Aujourd'hui, la Société européenne de cardio, les sociétés de réanimation françaises et européennes, donc vont petit à petit expliquer un peu mieux le chaînage des événements entre je vais en salle de cathé, par exemple dans l'infarctus du myocarde, et puis je mets l'assistance tout de suite, ou je mets des inotropes, puis l'assistance, etc. Le maillon faible dans tout ce chaînage, c'est à quel moment on passe d'un événement à l'autre. Et c'est vrai que là, la stratification du risque, c'est là où c'est important. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle le hard team, c'est-à-dire
il est préconisé qu'à 3 heures du matin, on appelle 5-6 seniors experts qui viennent de chez eux pour que la décision soit prise. Mais il paraît clair qu'à 3 heures du matin, si on avait des outils pour dire ce malade a 90% de chances de ne pas passer si on ne l'aide pas, ça aiderait beaucoup. Donc je pense qu'il faut qu'on continue de travailler sur les stratifications du risque pour aider ces gens à 3 heures du matin de prendre la bonne décision, parce qu'on sait que mettre trop ou mettre pas assez, c'est pas bon pour le patient. Alexandre, qu'est-ce que tu en penses? Oui, si je peux me permettre, c'est vrai que c'est extrêmement difficile, d'autant plus que ça dépend du terrain, ça dépend des stratégies qu'on a à sa disposition dans les centres. Donc c'est vrai que cette shock team, elle reste quand même, à mon avis, essentielle, parce que quelquefois des décisions seront prises d'anticiper, parce qu'on sait que de toute façon, ça va mal se passer. Quelquefois, on va attendre pour des raisons X ou Y qui ne sont pas obligatoirement liées à la clinique uniquement ou à de la biologie, mais une nouvelle fois, le terrain, de ce qu'on a à disposition comme différentes techniques. Et c'est vrai que nous, à Bordeaux, par exemple, on a mis ça en 2013. Il y a systématiquement, quand le choc cardiogénique arrive et qui commence vraiment à être très avancé, il y a le cardiologue qui appelle à la fois le chirurgien, le réanimateur. On a la chance d'avoir tout ça sur le même plateau. Donc ça, c'est vraiment une chance que l'on a dans notre institution et ça marche relativement bien. Écoutez, merci beaucoup. Je pense qu'on va passer au deuxième topo qui